transition énergétique, elle est déjà là en Europe et puis elle va encore s'accélérer puisque maintenant il y a des objectifs très clairs qui ont été définis par le Conseil européen pour 2030. Et en termes d'électricité, les objectifs qu'a définis le Conseil, ça veut dire à peu près 45% d'électricité d'origine renouvelable à l'horizon 2030. C'est un changement important pour l'Europe, d'abord parce que cette production d'électricité va se faire à d'autres endroits que la production traditionnelle, là où il y a des ressources en termes de renouvelables, et donc plutôt une bande qui va de l'Irlande, mer du Nord, jusqu'à la Baltique pour l'énergie éolienne, et puis le sud de l'Europe pour le solaire. Et ça va demander des adaptations également pour avoir une exploitation sûre et économique du système électrique avec la variabilité de ces énergies. Alors ENSOE, c'est une institution qui a été créée par la législation européenne en 2009, qui regroupe 41 opérateurs de réseaux de transport, 41 opérateurs de système en fait, puisqu'on n'est pas seulement opérateur d'infrastructure, mais du fonctionnement de l'ensemble du système, venant de 34 pays. Et nous avons des mandats légaux de la part de la Commission pour à la fois définir un certain nombre de règles du jeu, et il faut définir des règles du jeu pour faciliter l'intégration des renouvelables, et puis également pour définir les plans d'investissement qui vont aboutir à créer les infrastructures nécessaires. On publie tous les 2 ans un plan d'investissement. On vient d'en publier un il y a quelques semaines qui couvre la période de 2015-2030. Donc sur 15 ans, le montant des investissements pour ces grandes artères européennes qui sont nécessaires si on veut effectivement intégrer correctement ces renouvelables. Donc ces investissements se montent à 150 milliards d'euros pour ces 15 ans. 150 milliards d'euros, c'est beaucoup d'argent. Mais je n'ai pas envie de vous dire que ça coûte quelque chose parce que ce que ça coûte est entre 2 et 5 fois économisé. C'est-à-dire que toutes ces infrastructures, elles sont rentables pour la collectivité et chaque euro investi va en rapporter entre 2 et 5. Donc c'est des investissements qui sont strictement nécessaires. C'est de fait très difficile de prévoir aujourd'hui quelle sera la forme de la consommation et la forme précise de la production en Europe en 2030. Est-ce que la crise économique va continuer? Est-ce que l'Europe va avoir une croissance économique importante? Est-ce que les véhicules électriques vont se développer ou pas? Quel type de technologie dans les renouvelables va être la plus efficace et la plus forte? Donc nous travaillons par scénario. Par scénario différencié sur la croissance économique, sur le développement des renouvelables. Et dans le scénario, on va dire le plus ambitieux, ces infrastructures-là permettent d'intégrer 60% de production renouvelable pour l'électricité. Donc on voit qu'on arrive à des chiffres tout à fait considérables. Maintenant ça, ce sont les infrastructures qui permettent à la fois de faire foisonner, de mutualiser cette production, qui permettent aussi d'assurer la sécurité de fonctionnement. Oui, il y a des jours où il n'y a pas de vent sur la mer du Nord, il y a des jours où il n'y a pas de soleil dans le sud de la Méditerranée, et il faut trouver à ce moment-là les bonnes compensations. Donc ces infrastructures, elles sont absolument nécessaires. Il faut quitter cette idée malheureusement complètement fausse et qui est assez répandue en France que les renouvelables, c'est décentralisé, donc il n'y a plus besoin d'infrastructures de transport d'électricité. C'est tout le contraire. Et je pense que beaucoup le SER l'a bien compris, le syndicat d'énergie l'a bien compris, Greenpeace et d'autres ONG l'ont bien compris. Donc il faut ces infrastructures. Ça ne suffit pas. Les infrastructures, c'est le matériel, c'est l'architecture matérielle. Il faut du logiciel pour faire fonctionner ça. Le logiciel, c'est principalement l'architecture de marché. Et là-dedans, il y a beaucoup de choses à faire. Alors, il y a d'abord à développer vraiment de manière massive la flexibilité de la demande. Oui, c'est parfois difficile aujourd'hui de gérer la croissance de la production photovoltaïque, une belle journée de printemps, où on passe en Europe en quelques heures de 0 à plusieurs dizaines de milliers de mégawatts. C'est difficile parce que quand vous devez absolument équilibrer ça avec de la production classique, eh bien, ces techniques-là sont un peu à leur limite. On a une immense source de flexibilité qui est la flexibilité de la consommation. Que les consommateurs puissent devenir actifs et une bonne partie de la consommation d'électricité peut être différée de quelques minutes, de quelques heures, sans aucun changement de confort.
sans aucune perte d'efficacité industrielle. Et ça, il faut absolument qu'on l'exploite. L'effacement qui est la baisse de la consommation, en échange parfois il faut augmenter la consommation, mais parce que justement il y a une très abondante production photovoltaïque ou éolienne, donc c'est du déplacement. Et donc ça c'est vraiment important de le faire. Aujourd'hui, enfin, tout le monde connaît le concept de smart grid, les technologies sont là. Ce qui n'est pas là aujourd'hui, c'est le modèle d'affaires qui fait que ces smart grids sont rentables et qu'ils se développent massivement. Bon, cette rentabilité pour la collectivité, elle est là, elle existe, elle ne peut pas se révéler. Et ce qui peut la révéler, c'est un modèle de marché qui fait que ces consommateurs qui sont actifs peuvent de fait valoriser leurs services en temps réel pour équilibrer le système, mais aussi la veille pour le lendemain pour aider à programmer au mieux la production, et puis l'année d'avant pour la capacité de production et la sécurité d'approvisionnement, et voire plusieurs années à l'avance pour les infrastructures de réseau de distribution. Et avec tout ça, ça marche. Il y a aujourd'hui un marché la veille pour le lendemain, qui est une pièce qui existe. On commence à démarrer un certain nombre de services temps réel qui existent. Il faut mettre en place toute cette chaîne. On n'en est pas loin. Tout ça, c'est à portée de main. C'est compliqué, ça demande un petit peu de temps, mais un temps qui se compte en mois et pas en décennies. Et ça, c'est vraiment urgent de le faire, et à l'échelle européenne, puisque c'est un très gros atout pour l'Europe d'avoir un vrai marché intérieur. Et donc, il faut le faire d'une manière cohérente. Voilà, l'Europe n'avance pas toujours à la vitesse de la lumière. Il faut mettre d'accord 28 États membres, plus d'autres pays comme la Suisse qui sont au cœur du dispositif, même s'ils ne sont pas dans l'Union européenne. Il faut mettre d'accord beaucoup de parties prenantes, mais on est en route. Et j'espère que ça va se concrétiser bientôt.